Chapitre 4. Commencer. S'engager dans une prise en main. Selon Ekins, dans son étude de la carrière des travestis et des transsexuels, qui s'inspire des travaux et de la méthode de Glaser et de Strauss, tout observateur d'enfants peut assister à des jeux qui impliquent une féminisation du corps masculin, le déguisement par exemple. Si ces jeux sont oubliés par ceux qui s'y sont adonnés, il ne s'agit pas de commencement. Si, au contraire, des hommes persistent par la suite dans ce type de féminisation de soi, male-femaling, ces commencements initiaux prendront alors une grande importance rétrospective. C'est ainsi souligné que la notion même de commencement suppose une posture rétrospective, et donc que l'entretien constitue sans doute une approche privilégiée des carrières, des trajectoires, ou de tout processus individuel qui s'étale dans le temps. Mais posture rétrospective ne signifie pas construction arbitraire d'un début n'ayant pas été vécu comme un moment particulier. S'il y a une reconstruction d'un commencement, il faut au moins pouvoir le définir à partir d'une discontinuité, un événement extérieur, un changement de pratique. Dans le cas de la carrière anorexique, cette discontinuité apparaît peu évidente. En ce sens, le fait même de savoir s'il y a commencement constitue un enjeu. Les interviewés identifient-elles un commencement à leur anorexie, et lequel? Le commencement en question. La consigne même des entretiens à l'hôpital, en évoquant l'expérience, incite implicitement à présenter cette expérience, au moins dans un premier temps, sous une forme chronologique, et c'est bien ainsi qu'elle est comprise par les interviewés. De plus, ce travail de mise en forme chronologique peut s'appuyer sur la présentation de soi faite lors des entretiens cliniques, et tout particulièrement les entretiens de préadmission, qui peuvent avoir pour objectif de déterminer la date ou la période des premiers signes d'anorexie. Ces deux effets liés à la situation d'entretien jouent donc comme des sources d'imposition d'un récit à commencement. Les modalités du récit du commencement. L'assignation claire et précise d'un commencement est en effet la modalité la plus fréquente dans les récits faits en entretien. Les extraits des premières minutes en témoignent, où il peut être fait référence à une période, le début de la seconde, les vacances d'été, voire à un mois donné. C'était en février, il y a 2 ans. Christine, clinique C. Alors ça a commencé au mois de septembre, l'anorexie mentale. Anne, hôpital H. Cette assignation d'un commencement identifié, daté et situé n'est toutefois pas la seule forme du récit fait en entretien. On peut en effet recenser 3 autres formes de récit qui excluent apparemment la possibilité d'assignation d'un moment, unique et discontinu, de commencement. Tout d'abord, dans l'entretien avec Nadège, cette dernière élude à plusieurs reprises mes questions sur quand ça a commencé. C'est venu progressivement. Ça s'est fait assez progressivement. Je saurais pas dire quand ça a commencé. Nadège, hôpital H. Ensuite, pour certaines interviewées, le récit est fait d'un point de vue psychanalytique, sur le mode d'un toujours déjà là, de l'anorexie, faisant du déclenchement des symptômes un moment presque arbitraire qui trouve sa vérité dans un passé infantile. Ouais, le début. En fait, ce que j'ai su rétrospectivement, c'est que j'ai fait de l'anorexie infantile, quand j'étais petite. Sabine. Ben en fait,
Je crois que j'ai toujours eu un petit problème de rapport avec l'alimentation. Anne. Enfin, dans d'autres entretiens, ce sont plusieurs commencements différents qui sont présentés, survenus à des dates et dans des situations différentes. Bon, moi au départ j'étais plutôt, je dirais, en surpoids, et que ça a commencé comme ça. Mais bon, jusque-là c'était pas pathologique, j'avais jamais franchement réussi à perdre du poids. Mais là c'était pas encore, enfin, tellement, je dirais pas encore pathologique. Ça l'est devenu un petit peu plus tard. Quelque chose comme une demi-année en fait, après. Priscille. Ça avait vaguement commencé après les vacances d'été, avant la troisième. Mais jusqu'à Pâques, c'était pas... Il y avait rien d'alarmant. Là, c'était, je dirais, le petit régime en douceur. Mais ça a été la dégringolade après les vacances de Pâques. C'est là que j'ai vraiment commencé à faire un régime. Mathilde. En fait, ça a commencé en 1981. Véronique a 18 ans à cette date. Avant, je voulais maigrir, mais j'ai eu à ce moment-là un comportement extrêmement morbide, qui a duré... Oui, j'ai dit, plus tôt dans l'entretien, que ça avait commencé en 1979. Je situe vraiment le basculement entre le régime et la maladie à ce moment-là. Muriel. C'est-à-dire que de 1979 à 1981, c'était un régime. Véronique. C'était un régime fort, mais c'est vraiment devenu maladif après 1981. Le commencement. Une question de définition. Ce que ces dernières citations nous indiquent, c'est que la question du commencement est peut-être moins celle de son assignation dans le temps que celle de sa définition. Qu'est-ce qui commence, en fait? Les hésitations dans l'assignation d'un commencement ou les assignations de commencements multiples sont moins ici une question de mémoire, de datation, de difficulté à créer une discontinuité dans une expérience continue qu'une question de définition. Il y a en effet toujours, dans les entretiens, assignation d'un moment où quelque chose commence. Mais la question que posent les hésitations des interviewés, c'est: qu'est-ce qui commence? Un régime, est-ce le commencement de l'anorexie? Faut-il englober dans le récit de l'expérience avec l'anorexie des pratiques à l'époque non vécues comme déviantes, non stigmatisées voire approuvées, non définies comme pathologiques par exemple? Un régime fort, ou un petit régime en douceur, devient-il ou non rétrospectivement le commencement de l'anorexie? Les hésitations et les variations entre entretiens ne portent pas tant sur la possibilité d'une datation d'un commencement que sur sa définition même. Dans tous les entretiens, en effet, il y a mention d'un moment, introduisant suffisamment de discontinuité avec un avant plus uniforme, marquant suffisamment de changements dans les pratiques, par exemple, pour parler d'un commencement. Et ce, même dans les entretiens qui font remonter l'anorexie à un toujours déjà là, de la petite enfance, ou même dans l'entretien avec Nadège, qui refuse de dater un commencement pour l'anorexie, mais parle d'un moment, au début, où elle a commencé à vouloir faire attention à ce qu'elle mangeait. Ce n'est donc pas dans ce cas une question de chronologie ou de souvenir, mais bien le refus de définir ce moment comme le commencement de l'anorexie, et donc d'appliquer rétrospectivement une étiquette pathologique. Comme on l'a évoqué dans le chapitre 3, la question de l'engagement dans la déviance est en effet une question interne au terrain,
avant même d'être une question sociologique. En fait, la consigne de l'entretien somme les interviewés de régler elles-mêmes, ou en s'appuyant sur les discours médicaux, la question de la distinction entre normal et pathologique, d'où ces difficultés et ces hésitations. Mais à nouveau, le fait que l'assignation d'un commencement apparaisse comme une question de définition ne signifie pas que ce premier moment soit une césure purement arbitraire, liée à la situation d'entretien, à l'habitude de présenter son cas en commençant au premier signe clinique, ou à l'intériorisation d'une définition médicale de l'anorexie. Nadège, que j'ai interrogé au tout début de sa première hospitalisation, refuse ainsi de parler d'un commencement pour l'anorexie, alors même qu'une date des premiers signes cliniques, octobre 1996, figure dans l'examen médical de son cas. On pourrait faire l'hypothèse que, à la différence d'autres patients interrogés à l'hôpital, plus avancés dans le parcours médical, elle n'a pas encore appris cette date et intériorisé la pathologisation rétrospective de ses comportements initiaux. Mais elle évoque cependant, comme on l'a souligné plus haut, un début, un commencement, qui lui semble pertinent indépendamment d'une définition médicale. De plus, même dans les cas où la mention d'un toujours déjà là de l'anorexie apparaît, les interviewés marquent très précisément le moment d'un commencement bien ultérieur à la petite enfance. Enfin, il peut y avoir assignation très précise d'un commencement, même dans un entretien fait avec une interviewée. Annabelle, qui n'a jamais été suivie médicalement, n'a jamais eu à présenter son cas auparavant et n'a jamais appris à présenter ce cas dans un cadre médical. En fait, je crois que ça s'est déclenché avec ma première note en prépa. Et ça a commencé petit à petit. Mais en fait, ce qui a vraiment déclenché ça, c'est que j'ai commencé à faire un régime au départ. Annabelle. Dans tous les entretiens, il y a donc à un moment quelque chose qui se passe au début et qui rétrospectivement commence. C'est ce commencer que l'on peut définir comme la première phase d'engagement dans la carrière anorexique. Le commencement, un régime, du point de vue médical et psychologique, il y a consensus. Ce qui commence est l'anorexie. Et l'anorexie commence par un régime. Le début est habituellement insidieux et apparemment banal. L'adolescente se sent grosse et décide de suivre un régime. Tout commence le plus souvent de façon banale et insidieuse. Notre adolescente, se trouvant trop ronde, entreprend, comme tant d'autres à son âge, un régime amaigrissant. Tout commence, le plus souvent, par un désir de suivre un régime, quelquefois apparemment justifié du fait d'un discret surpoids. Cette thèse du commencement par le régime est si consensuelle qu'elle en devient évidente, qu'elle constitue un trait de la pathologie. Ainsi, lors d'une réunion de synthèse du service U de la clinique C, l'exposé de la chef de service sur une entrante anorexique commence par ces mots. C'est une jeune fille de 18 ans qui présente des problèmes d'anorexie depuis 2 à 3 ans. Tout cela a commencé par, bien sûr, 3 des infirmiers là devant et disent ensemble un régime, chef de service. Un régime, en effet. Un quatrième infirmier. Classique, classique.
Les interviewés qui font du commencement un régime peuvent d'ailleurs souligner son caractère typique d'un point de vue médical. Ben pour moi, ça a commencé il y a environ un an, l'été dernier. Comme tout le monde, j'ai commencé à vouloir faire un régime pour perdre quelques kilos. Déjà, le procédé, c'est le même pour tous, je pense. Ça commence toujours par un petit régime. Julie. L'évidence du régime comme commencement pour les médecins est telle qu'elle peut même entraîner la mise en doute des propos d'une patiente qui dirait ne pas avoir voulu faire de régime. Ainsi, lors de la présentation d'un cas clinique d'anorexie à la clinique C, l'interne qui présente le cas souligne. La patiente dit ne pas avoir eu de volonté consciente de faire un régime au départ. Or, la forme grammaticale de la phrase, le style indirect, souligné par un la patiente dit, correspond à un usage courant visant à mettre à distance les propos tenus par les patients. Le régime doit donc être présent au début de l'anorexie. En même temps, ce régime n'est pas seulement cela, puisqu'il est en fait le début de l'anorexie. Il ne faut pas y voir un simple régime, mais bien le signe insidieux, pour reprendre le terme médical cité plus haut, de la pathologie. Dans les rares travaux sociologiques sur la carrière anorexique, le point de vue est différent, sans l'être radicalement. L'évidence du régime comme entrée dans la carrière anorexique n'est pas remise en cause. La première phase est intitulée Phase de régime en accord avec les idéaux socioculturels par Peters ou Comportement conformiste, centré autour d'un régime pour McLorg et Taube. À la différence des approches psychologiques ou médicales, les sociologues ne décrivent pas ce régime comme insidieux. Il ne porte pas en soi et en germe l'anorexie. Mais ce premier moment est, dans ces textes, uniquement envisagé à partir de données contextuelles. Il ne s'agit pas tant d'examiner cette première phase que de la rattacher aux normes culturelles de minceur dans notre société. Le contexte d'émergence de l'anorexie mentale est l'objet principal de la phase de régime. On ne saurait dire plus clairement qu'un exposé abstrait sur l'imposition de la norme de minceur du régime se substitue alors à l'analyse de cette première phase. L'évidence et le caractère banal du régime, défini comme commencement, jouent alors dans ces textes comme un frein à une analyse précise, réalisée à partir des entretiens et non imposée à eux, de l'entrée dans la carrière anorexique. Tout en pointant dans la logique de la carrière le caractère normal, par opposition à déviant, de l'entrée dans cette première phase. La première phase est commune à tout un groupe social qui ne poursuivra pas cette carrière. Les auteurs se laissent entraîner par cette normalité et diluent l'analyse de cette première phase dans un contexte social dont la description se substitue à l'étude précise des entretiens. On peut d'ailleurs faire l'hypothèse que c'est le caractère normal et non déviant de cette première phase, à la différence d'autres carrières déviantes, qui explique la faible place faite à son examen. La perspective des interviewés n'est pas véritablement analysée parce qu'elle n'est pas jugée nécessaire pour comprendre ce qui se passe, puisque cette première phase est conforme et non en infraction aux normes. Il est vrai par ailleurs que l'absence relative de travaux sociologiques sur le régime comme pratique sociale, et non sur la diététique comme institution de gouvernement des corps ou comme manifestation de l'objectivation du corps féminin et de la domination masculine, rend cette analyse difficile. On ne partira donc pas ici, pour définir la première phase, de cette assurance du régime comme commencement, mais bien des entretiens eux-mêmes.
qu'est-ce qui est défini comme le début de l'expérience avec l'anorexie. S'il y a bien un premier moment commun aux différentes interviewées, ce qui est en soi un résultat, il n'est pas exempt de variations, que la visibilité des récurrences, d'autant plus forte qu'elle est travaillée par le point de vue psychiatrique, ne doit pas faire oublier. 3 manières de commencer. De fait, il y a bien toujours un régime dans les définitions du commencement. Mais si on y regarde de plus près, il y a des carrières qui débutent par un régime, d'autres qui ne débutent pas tout de suite par un régime, et d'autres enfin qui ne débutent pas seulement par un régime. L'analyse des entretiens révèle en effet 3 manières différentes de commencer, c'est-à-dire en fait 3 définitions différentes par les interviewés du commencement, dont on verra qu'elles sont 3 modalités d'une même phase d'engagement dans une prise en main comme première phase de la carrière anorexique. Commencer par un régime. Le commencement peut en effet être défini comme un régime, c'est-à-dire une pratique ayant pour objectif de transformer l'apparence corporelle par la perte de poids. La perte de poids initiale est alors le résultat de stratégies entreprises dans ce but. J'ai commencé à vouloir faire un régime pour perdre quelques kilos. Julie. Ce type de commencement a le plus souvent un caractère public très marqué. 3 types de rôles sociaux et d'acteurs extérieurs participent plus spécifiquement à la définition publique de ce régime et au modelage de son déroulement. Il peut s'agir de personnes qui sont en position de prescrire un régime, les prescripteurs, de personnes qui incitent l'interviewé à faire un régime, les incitateurs, et de personnes qui font un régime en même temps, les accompagnateurs. L'analyse des entretiens fait donc émerger l'existence de rôles pouvant être tenus par des personnes différentes. Les prescripteurs sont des professionnels. Ce peut être un médecin, un nutritionniste ou un entraîneur sportif qui prescrit un régime spontanément ou à la demande de l'interviewé, cette dernière ayant pu auparavant être incitée à solliciter cette prescription. Il s'agit de personnes n'appartenant pas au groupe familial ou des proches et qui sont en position de tenir un discours professionnel légitime sur le corps de l'interviewé. Je faisais de la danse classique au conservatoire et notre prof nous disait souvent qu'il fallait perdre des kilos. Donc même si c'est pas à moi qu'elle le disait, on se sent toujours un peu visé dans ces cas-là. Isabelle. Donc j'ai commencé à faire un régime, au début toute seule, et ensuite j'ai la mère d'une copine qui m'a dit « Tu devrais aller voir un acupuncteur, machin ». Ben j'avais vu ce nutritionniste par l'intermédiaire de ma copine, là, qui m'avait filé des extraits thyroïdiens, qui m'avait donné un régime avec « Faut bouffer ci, faut bouffer ça ». Sabine. La position de prescripteur peut aussi être occupée de manière plus étonnante par des professionnels dont la légitimité du discours sur le corps de l'interviewé est moins évidente que celle d'un médecin muni d'une courbe de poids normale, comme par exemple l'enseignante de violon d'Anne. Et à ma prof de violon aussi, qui elle était plus dans le genre squelettique, qui une fois, alors que je jouais du violon et qu'il y avait une autre fille qui assistait à ma session à moi, a fait une allusion à ma taille, quoi.
Muriel. À la taille? Anne. Non, au volume corporel. Elle m'a dit que j'étais bien portante. Et que bon. La légitimité de ce prescripteur est cependant suffisamment forte pour que Anne se souvienne de la salle de violon comme de l'endroit où elle a décidé de perdre du poids. J'étais dans la salle de violon. J'étais en train de travailler toute seule, et puis il y avait une grande glace comme ça. Donc je me suis vue en pied, et j'étais dans mon jean, donc j'étais moulé, quoi. Et je me suis dit, mais c'est quoi ces piliers, quoi? Quand j'ai vu mes jambes, je me suis dit, c'est pas possible. Et là, j'ai pas supporté, quoi. Les incitateurs, quant à eux, n'interviennent pas au nom d'une position professionnelle. Ils appartiennent au groupe familial, des proches ou des pairs. L'incitateur familial, quand il existe, est le plus souvent la mère, à la fois en tant que responsable socialement désigné de l'alimentation et du corps des membres de la famille, et en tant que femme elle-même, spécifiquement soumise aux normes diététiques et corporelles. Ma mère est quelqu'un d'assez attentive à l'apparence physique, donc elle trouvait ça pas mal que je perde un peu de poids. Annabelle. Ma mère a toujours plus ou moins fait attention à son poids, à pas trop prendre de poids, pas trop manger de graisse. Donc ça nous arrivait de temps en temps de faire des petits régimes comme ça. À l'approche de l'été, ma mère, si elle voyait qu'elle était pas bien avec ces quelques kilos qu'elle avait pris, elle décidait de faire un peu attention. Une fois, elle avait vu une diététicienne qui avait établi des menus. Donc on avait plutôt tendance à suivre ça, de temps en temps. Julie. Du fait du refus maintes fois exprimé par les interviewés en tant qu'anorexiques, de la théorie médicale et psychologique de la mère pathogène, les références au rôle social de leur mère dans les débuts du régime restent fort discrètes pour ne pas donner prise à ce type de discours. En revanche, les entretiens réalisés en lycée, sur lesquels ce discours ne pèse pas, font apparaître les préoccupations diététiques et corporelles des mères à la fois sur leur propre corps et sur celui des autres membres de la famille, et tout particulièrement de leurs filles. Juliette. Eh ben, moi, par rapport à, je sais pas, les trucs alimentaires, chez moi, c'est un peu particulier. Parce que bon, ma mère, elle veut que je sois mince et tout, donc elle m'empêche un peu de manger. Enfin bon, elle m'empêche pas de manger, mais elle fait vachement attention à ce que je mange. Elle veut que... C'est pour ça, quoi. Donc voilà. Réel. Et comment ça se passe, par exemple? Juliette. Ben, genre, pendant un dîner, et donc moi je dîne et tout, et puis genre, si mon repas, il a été déjà assez riche, ma mère, elle me fait: «Mais non, c'est bon, quoi, ça suffit». Et elle me fait... Admettons que je vais prendre un yaourt, elle me fait: «Mais non, on prend plutôt une mandarine». Des trucs dans le genre, quoi. Parce qu'en fait, elle a eu des problèmes de poids et tout. Et finalement, bon, maintenant, elle a pas du tout envie que ça m'arrive. Et puis en plus de ça, ma mère, elle pense que de toute façon, dans la société, c'est clair qu'il vaut mieux avoir une apparence physique plutôt bien. Enfin, ça favorise dans... De toute façon, dans la vie, toujours, c'est pour ça. Je suis assez d'accord avec elle, c'est normal. Mais mon frère, elle lui achète des brownies, des trucs, du Nutella. Je veux dire, une fille, voilà quoi, c'est la poupée. On veut la modeler. Il y a des jours où c'est... Oh là là. Enfin, c'est plus un regard, une attitude. C'est pas trop les paroles. C'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Elle imite un regard, en coin, désapprobateur. Juliette. Pour Juliette, le type de contrôle exercé par sa mère sur son alimentation et sur son corps
et justifiée. On peut même parler d'une triple légitimité reconnue et exposée par Juliette lors de l'entretien. En tant que femme, elle-même soumise tout particulièrement aux normes corporelles et qui souhaite éviter à sa fille l'expérience d'un même stigmate, parce elle a elle a eu des problèmes de poids. En tant que représentante d'une norme liant réussite sociale des femmes et corps légitime. Et puis, en plus de ça, ma mère, elle pense que de toute façon, dans la société, c'est clair que il vaut mieux avoir une apparence physique plutôt bien. Enfin, ça favorise de toute façon, dans la vie, toujours. C'est pour ça. Et enfin, en tant que mère qui peut voir, doit... Pardon. Et enfin, en tant que mère qui peut, voire doit modeler sa fille. C'est à ce triple titre que la mère de Juliette peut légitimement occuper le rôle social d'incitateur au régime. Anne, une amie de Juliette interrogée elle aussi au lycée, souligne dans un premier temps le caractère illégitime, pour elle, d'un tel rôle, avant de finalement manifester que la situation de Juliette n'est pas si exceptionnelle. Anne. Oh ben, t'as dû avoir pas mal de trucs avec Juliette et les habitudes alimentaires. T'as pas eu droit au cadenas sur le frigo? Ah, il y a un cadenas. Il y est pas, mais sa mère, bon, c'est comme s'il y était. Moi, si j'avais pas le droit de toucher au frigo chez moi, ce serait la guerre. Muriel. Et toi, t'as jamais eu ça? Anne. Si. Ouais, si. Ma mère, à une époque, c'était bon, ça va, t'as assez mangé. Plus généralement, l'analyse du corpus des entretiens réalisés en lycée fait apparaître l'importance du rôle social de la mère dans le contrôle de l'alimentation familiale, tout en suggérant la variabilité à la fois inter- et intrafamiliale de ce rôle. Le caractère limité et secondaire du corpus d'entretien en lycée permet de faire à ce sujet quelques hypothèses, qui demanderaient à être poursuivies par une véritable enquête. Il me semble en tout cas que les variations interfamiliales du rôle de la mère s'organisent autour de variations de classe. Ce qui apparaît en effet, c'est d'abord une première forme de variation, entre une incitation à bien manger, voire à plus manger, dans la famille de Soizic, seul interviewé du corpus lycée à être d'origine populaire. Ce rôle étant rapporté dans d'autres familles aux grands-parents, et une incitation à mieux manger, voire à moins manger, dans les familles des autres interviewés. Un deuxième principe de variation dans ces dernières familles concerne la variabilité intrafamiliale de l'application de ce rôle de gardien diététique de la mère sur l'ensemble de la famille. Il s'exerce avant tout sur les filles et est justifié par des considérations plus directement corporelles et esthétiques que diététiques. En deuxième lieu, sur les conjoints, en étant alors justifié par des considérations en termes de santé. Et enfin, beaucoup plus rarement sur les fils. Si le rôle de l'incitateur au régime dans le groupe familial ou des proches est ainsi tenu surtout par la mère, il ne l'est pourtant pas exclusivement. Il peut en effet être tenu par un petit copain. J'ai eu une déception sentimentale, et cette personne m'a fait un reproche sur mon physique. Il m'a dit que j'avais grossi des fesses. Émilie. J'ai eu un petit copain un jour qui m'a dit ce serait bien que tu fasses un régime. En fait, non. Je me plaignais tout le temps. J'en ai marre, je veux maigrir. Et ce même Jules m'a dit t'es très bien comme t'es. Et en fait, au bout de 6 mois, il m'a dit
Bon, bah effectivement, ce serait peut-être bien que tu fasses un régime. En fait, je me souviens très très bien. C'est quasiment le jour de la rentrée, ce petit copain qui m'a dit: «Tu devrais faire un régime». C'était à la veille de la rentrée. Je me souviens très bien. C'était chez lui, et moi je lui ai dit: «Je croyais que tu t'en foutais». Sabine. Enfin, il peut être également tenu par le groupe des pairs, les copines notamment, qui peuvent alors jouer le rôle d'un incitateur généralisé, par la récurrence des conversations sur le poids et la nécessité d'y veiller. Selon l'anthropologue américaine Nichter, le discours sur le poids constitue aujourd'hui un trait important de la sous-culture féminine lycéenne. De fait, ce type de discours est présenté en entretien comme un trait caractéristique et pesant. Tous les gens, tout le monde parle de poids. Faut que vous sachiez ça. Quand on va à une soirée, il n'y a pas un moment où quelqu'un... Il n'y a pas une soirée où on ne parle pas de ça. Sophie. Toutes les copines. Je veux faire un régime. Sidonie. Mais les postures adoptées par rapport à ce discours peuvent être différentes d'un entretien à l'autre. La norme portée par le groupe de pairs est susceptible en effet d'être disqualifiée par l'ironie, comme dans le cas d'Anne, une interviewée du corpus lycée. Muriel. Mais ça, le poids, c'est un sujet de discussion entre copines? Anne. Ben, je sais pas. Moi, quand j'en discute, c'est plutôt ironique. Parce que quand je discute avec des copines, c'est parce qu'il y en a une qui lance le sujet. Oh, je suis trop grosse. Alors qu'elle fait du 34-36. Mais la norme portée par le groupe de pairs, ou certains de ses membres, ne s'en impose pas moins, et ce, d'autant plus qu'un contrôle précis et répété du poids s'y exerce. Muriel. Et ça, c'est un sujet de conversation important, le poids, tout ça, entre copines? Juliette. Ça dépend des copines. Il y a des copines, ouais. Mais quand même, si, franchement, là, celle qui fait du mannequinat et tout, trop genre, enfin, elle sait que moi, j'ai vachement de problèmes là-dessus, à la maison et tout. Genre, pour me faire chier. Elle fait, ouais, j'ai perdu 5 kilos, nanana. Et moi, je les ai bien là. Signe, les boules. Quoi? Les 5 kilos. Genre mes copines avec qui je pars en vacances, des fois en vacances, ben ça vient comme ça. C'est naturel et tout, genre. Combien tu pèses toi? Bah moi c'est 52. Oh bah moi c'est 54. Ouais, j'ai pris 2 kilos ces derniers temps. Voilà quoi. Et genre, bon t'es à combien? Juliette. Parce qu'en plus dans ma classe, c'est la même classe depuis la sixième. À part une fille qui est très grande et plutôt forte. Elles sont toutes petites. Et comme c'était LE sujet de conversation, tu pèses combien? Truc bidule. Bah évidemment, elle pesait moins. Elle pesait 35. Moi, je faisais 45. Anne. Enfin, si des incitateurs peuvent être à l'origine du régime, un type particulier d'entre eux intervient au cours du régime, pour en approuver publiquement les résultats. Au début de 64 à 57 kilos, j'étais contente de maigrir. Et une de mes sœurs m'a dit: «Ah tiens, t'as perdu ton petit ventre.» Vachement chic. En troisième, j'avais un petit bidon, donc je supportais pas. Et donc à 57, j'avais plus mon petit bidon, et ça me semblait être bien, quoi. Anne. Ben là, je viens de mincir. Elle, sa mère, me fait: «Ah bon ben là, combien tu pèses?» Elle me demande.
parce qu'elle est toute contente de voir que j'ai minci. Juliette. Le rôle de ces différents types d'incitateurs est d'autant plus important qu'il s'agit souvent de personnes avec lesquelles les diverses interviewées sont en contact constant, à la différence des prescripteurs avec qui les relations sont le plus souvent ponctuelles et délimitées dans un cadre professionnel. L'incitation à faire un régime peut être alors diffusée en continu, par la simple présence dans le groupe, familial ou amical. L'existence d'accompagnateurs, qui appartiennent également à ce groupe, peut encore renforcer la continuité et la proximité de l'imposition normative. Les accompagnateurs sont les personnes qui font un régime en même temps que l'interviewé. Il s'agit dans tous les cas de femmes, le plus souvent membres de la famille. C'était l'été, genre mai-juin. On avait fait un régime avec ma mère et ma sœur. C'était genre 3 jours, 3 kilos. Sidonie. Ou ami. J'ai commencé le régime avec une copine, Louise. L'accompagnateur peut d'ailleurs être à l'initiative du régime, ou être sollicité par l'interviewé. Ma sœur avait fait ce régime en même temps que moi. Je lui ai dit: «Tu veux pas qu'on le fasse ensemble? Ce serait mieux et tout.» Et donc elle a dit: «Ouais, ouais.» Et elle est allée voir le médecin que je suis allé voir, Sabine. Bah, au début, en fait, c'est ma sœur qui avait commencé à faire un régime. Et ben j'ai commencé à faire un régime aussi. En fait, ma sœur avait été voir un nutritionniste, donc je suivais comme elle. Christine. Par sa participation à l'activité entreprise, l'accompagnateur la légitime. Mais il joue également comme un rappel vivant de l'activité entreprise, voire comme source extérieure de contrôle sur la bonne continuation de celle-ci. L'argument utilisé par différents interviewés pour faire un régime à plusieurs fait précisément référence à ce contrôle que peuvent exercer les coparticipantes les unes sur les autres. Ce que Sophie évoque tout à la fois en parlant de l'aspect purement alimentaire du régime et de l'exercice physique qui lui est associé. La dernière fois, ça a été ma mère. Elle a fait: «Bon ben ça y est, je me mets au régime.» Et ma sœur et moi on s'est regardés et on a fait: «Ouais, on va s'y mettre aussi, hein.» En fait là on s'est décidé. On va s'y mettre à 3, et si à 3 on n'y arrive pas, la poisse. Et puis après, quand il y en a une: «Ouais, j'y arrive pas.» Alors là, on la prend par le bras, on fait: «Allez, on y va, on y retourne.» Par exemple, ici, dans le parc où l'entretien a été fait, on est venu courir. Alors on faisait un tour et ma mère disait: «J'en peux plus.» Alors je faisais: «Allez, on y retourne.» Et je la prenais sous le bras. Après, c'était moi, au deuxième tour, je faisais: «Oh, j'en ai ras-le-bol.» Ma sœur, elle me faisait: «Allez.» Alors après, ma mère, elle faisait le petit tour à l'intérieur. Et en fait, ma sœur, elle faisait les grands tours. Moi, je faisais un grand tour, puis un petit tour avec ma mère, un grand tour. Comme ça, c'était... En fait, on se motivait quand même. Maintenant, quand on se met au régime, c'est à 3. Ma mère, ma sœur et moi. Tout le temps, on est à 3, à se mettre au régime en même temps. Comme ça, en fait, on se soutient. On se dit: «Ouais, on y arrive, on y arrive.» Sophie. Prescripteur, incitateur et accompagnateurs ont donc en commun un statut de passeur de normes diététiques et corporelles, mais également le fait d'exercer un contrôle sur les pratiques de l'interviewé. Imposition normative et contrôle se conjuguent pour expliquer l'influence que ce type d'acteur peut avoir sur ses pratiques. Ces 3 types de rôles font apparaître le caractère public du régime comme activité, et le fait qu'il soit normé de manière située
dans des interactions précises et différentes. Ils définissent ainsi l'espace situé des interactions qui font l'acteur qui fait un régime. Dans l'étude de l'imposition du corps légitime et des normes corporelles et diététiques, les travaux en sciences sociales font une place prépondérante à la pression institutionnelle et structurelle portée par les magazines et la publicité, aux tables médicales ou assurantielles du poids normal et du poids moyen comme institution du gouvernement des corps, aux industries agroalimentaires du régime comme porteurs d'intérêts économiques structurels, à la pratique sociale du régime, ou enfin à la collusion inconsciente de toutes ces activités dans une entreprise de domination symbolique. Mais il ne faut pas pour autant négliger l'importance du rôle des prescripteurs, incitateurs et accompagnateurs dans l'application à un individu déterminé et dans des circonstances déterminées de ces normes corporelles et diététiques. Comme le souligne Baker, on ne peut pas rendre compte de l'application de normes en invoquant la vigilance constante de quelques groupes abstraits. On ne peut pas dire que c'est la société qui est atteinte par chaque infraction. On retrouve donc ici la nécessité de recenser quelle est la personne qui s'occupe de veiller à ce que les normes soient appliquées et respectées. Puisque les normes s'appliquent à des individus et dans des circonstances déterminées. En ce sens, les différents rôles recensés sont des courroies de transmission de l'imposition normative, rôle que peuvent jouer les entrepreneurs de morale chez Baker, et ce y compris dans le cas des accompagnateurs qui renforcent par leur accompagnement même la légitimité de l'action entreprise, et qui peuvent être sollicités précisément pour tenir un rôle de police, de contrôleur extérieur du bon suivi des prescriptions diététiques. L'entrepreneur de régime, l'interviewé, ne commence pas un régime dans un vide relationnel uniquement balisé d'injonctions sociales générales à surveiller son poids ou à maigrir. Les entrepreneurs de normes corporelles ou diététiques définissent tout autant la situation que ces injonctions, en déduisant des normes spécifiques à partir de valeurs générales, tout particulièrement dans le cas des prescripteurs, et en imposant ces normes spécifiques à un individu particulier dans des circonstances particulières. Il existe cependant une spécificité importante de ces acteurs du commencement par rapport aux entrepreneurs de morale étudiés par Baker. Pour ce dernier, en effet, le rôle des entrepreneurs dans la carrière tient à leur pouvoir d'étiquetage de la déviance. En revanche, l'apprentissage des techniques de la déviance que fait le déviant s'appuie sur les initiateurs que sont les autres membres du groupe déviant. Pour le dire rapidement, les entrepreneurs de morale norment en étiquetant les membres du groupe déviant initiés. L'une des spécificités de la carrière anorexique tient au fait que cette frontière y est brouillée. L'apprentissage n'est pas distinct de l'imposition de la norme. Les entrepreneurs tout à la fois norment et initient. Ce sont ces entrepreneurs qui peuvent enseigner à l'interviewé comment faire un régime, comment perdre du poids, qui peuvent l'aider à tenir le régime en l'accompagnant. Ce cumul des rôles s'explique par le fait que, comme on l'a suggéré dans le chapitre 3, les pratiques de la première phase ne sont pas des pratiques déviantes, mais bien des pratiques normales. Plus spécifiquement encore, des pratiques normées. C'est également cette caractéristique de la carrière anorexique qui se manifeste si l'on examine l'apprentissage des techniques mises en œuvre lors de cette première phase. On peut identifier 3 sources d'apprentissage, qui recoupent certains des rôles identifiés plus haut comme acteurs extérieurs du commencement. Les sources professionnelles, profanes
et littéraire. Tout d'abord, les professionnels qui agissent en tant que prescripteurs peuvent également, dans le cas des médecins généralistes ou des diététiciens, livrer une méthode en même temps qu'une injonction et fournir les techniques de la perte de poids. Ainsi, si un prescripteur médical est intervenu, ce sont ses prescriptions qui sont suivies, comme dans le cas de Sabine, qui suit à la fois la répartition des aliments permis et interdits fixés par le médecin qu'elle a consulté, et prend les extraits thyroïdiens qu'il lui a prescrits, ou, dans le cas de Christine, qui suit le régime qu'un nutritionniste a donné à sa sœur, c'était un petit régime de vacances, quoi. C'est-à-dire, il y avait vraiment de tout, du pain, de la viande rouge, du poisson, tout quoi. Ou encore dans le cas de Julie, qui s'inspire des menus qu'une diététicienne avait donnés à sa mère. Pas trop manger de graisse, plutôt des légumes. Au tout début, je commençais à la cantine. Je prenais souvent des légumes, si j'avais le choix entre légumes et féculents. Au début, c'était les quantités. Je diminuais un peu tout. Les incitateurs et accompagnateurs profanes peuvent également être des sources d'apprentissage, comme le souligne, en le déplorant, l'infirmière scolaire du lycée où ont été réalisés les entretiens du corpus lycée. Elle oppose implicitement au caractère profane de cet apprentissage le bon régime prescrit par un médecin ou l'équilibre alimentaire correspondant aux prescriptions médicales. Et il y en a une cet été aussi qui a fait un régime, complètement dingue d'ailleurs, un régime à base de choux, y compris au petit-déj. Quand elles font des régimes comme la soupe aux choux, comme 3 jours de viande, comme 4 jours d'ananas. Je vous dis n'importe quoi. C'est souvent ma copine a dit que, ou bien ma mère l'a fait quand elle était jeune, ou bien j'ai une cousine qui a perdu du poids en faisant ça. Infirmière scolaire. Le groupe de pairs peut en effet constituer une source d'information, voire une source d'information sur les informations disponibles. C'est avec cette amie que j'ai connue en 5e et avec qui j'ai fait ce régime en 4e. C'est avec elle que j'ai commencé à savoir qu'on mangeait des calories, qu'il fallait perdre des calories. Parce qu'avant, je me préoccupais, mais franchement, pas du tout. Je savais pas que, en courant, on allait perdre plus qu'en... Ça me venait pas du tout à l'idée. Et c'est avec cette amie qu'on a commencé à lire des magazines sur les régimes, qu'on a commencé à s'intéresser à tout ça. Louise. Enfin, une troisième source d'apprentissage des techniques comprend tous les moyens de communication qui permettent l'accès à une technique donnée. L'ensemble de la littérature normative diététique, comme les régimes des magazines féminins ou la littérature de conseils diététiques. Les magazines féminins et leurs articles sur les régimes sont très souvent évoqués, ainsi que les ouvrages ou les guides qui recensent les teneurs caloriques des aliments. Priscille. Ah là oui, vous pouvez dire combien fait de calories une tomate en fonction de son poids. Voilà, oui, pour ça, Muriel. Et ça, c'était quelque chose, des connaissances que t'avais d'avant ou... Priscille. Que j'ai acquises, oui, par des bouquins, pas en allant voir des médecins ou des choses comme ça, mais moi-même sur les listes en regardant les calories. De fait, la diffusion des normes et des techniques est tellement effective et répandue dans le cas de la diététique et du régime que bien souvent, l'apprentissage de ces techniques n'est même pas attribué à une source particulière. Les connaissances diététiques sont présentées comme un bon sens diététique, ce que tout le monde sait bien qu'il faut faire pour maigrir. Une culture de l'honnête femme, en quelque sorte. Cette première définition du commencement
est donc la description d'un régime, type particulier de pratique alimentaire visant à la transformation de l'apparence corporelle par la perte de poids, dont on a vu le caractère à la fois collectif et normé. Certaines des interviewées font référence, lorsqu'elles évoquent ce régime, aux théories médicales qui en font un premier stade de l'anorexie. Mais le «comme tout le monde» de ce régime, déjà cité, ne fait pas seulement référence à ces théories médicales en pathologisant rétrospectivement ce régime. Il ne s'agit pas seulement, comme toutes les anorexiques. Il peut aussi être interprété comme l'exact contraire de la pathologisation, à savoir une tentative de normalisation par l'interviewé de ce qu'elle sait par ailleurs être pathologisé. Le «tout le monde», c'est aussi l'ensemble des femmes, de la famille ou du groupe de pairs de l'interviewé, qui suivent un régime. Et on a d'ailleurs pu analyser ensemble les entretiens réalisés à l'hôpital, et ceux avec les interviewés non anorexiques du lycée L. L'usage de cette expression par les interviewés en tant qu'anorexiques tend à souligner qu'il n'y a rien d'exceptionnel dans ce premier moment, rien qui leur soit apparemment particulier. Sinon, on le verra, le fait que ce régime puisse être rétrospectivement décrit comme un commencement. Mais ce «comme tout le monde» masque cependant le fait que toutes les interviewées ne font pas d'un régime le commencement de leur expérience avec l'anorexie. Ne pas commencer tout de suite par un régime. Dans quelques-uns des entretiens, en effet, ce qui est défini comme un commencement est une perte de poids initiale qui n'est pas le résultat d'un régime. Ce qui apparaît dans les premières phases de l'entretien, c'est plus le «j'ai commencé à faire un régime», relevé plus haut, mais un «j'ai commencé à maigrir». En fait, j'étais en troisième et je faisais 39 kilos et je faisais 39 kilos, un truc comme ça. Et au bout de 6 mois, je me suis pesé. Je sais pas pourquoi. Et j'ai vu que j'avais perdu 5 kilos. Camille. J'ai commencé à maigrir. Ça a commencé comme ça. Au départ, je réalisais pas que je maigrissais. Puis, j'avais aucune envie de régime au départ. Priscille. Plus précisément, il peut y avoir eu, avant, des régimes déjà entrepris, ou une volonté de maigrir. Mais cette perte de poids ne leur est pas rapportée. Elle est livrée comme une donnée première et un déclencheur de la suite, et non comme le résultat d'une stratégie initiale. Cette perte de poids est en revanche parfois rapportée à une occasion spécifique de ne pas manger ou de perdre du poids, c'est-à-dire à un événement extérieur et contingent qui marque son début, que cette occasion soit pénible. C'était à la suite d'une hospitalisation. Je m'étais fait arracher les dents de sagesse et je pouvais pas manger que des compotes, des choses comme ça. Sophie. Ou heureuse. Il se trouve que j'avais rencontré quelqu'un et puis que finalement au départ on vit un petit peu d'amour et d'eau fraîche. Priscille. Les modèles du régime et de la perte de poids ne constituent cependant pas une alternative exclusive. Dans ce deuxième type de modèle, il existe en effet un moment, au cours de cette première phase, où la perte de poids initiale est réappropriée à l'intérieur d'un régime, ou d'une volonté de maigrir qu'elle déclenche alors, comme on peut le voir si on poursuit par exemple les extraits cités ci-dessus. Suite à l'opération des dents de sagesse. J'avais dû perdre 1 ou 2 kilos. Et puis je m'étais dit,
Bah si je continuais comme ça, et en fait je m'étais fixé un début de, je sais pas combien je faisais en mètres, peut-être 1,60 m, quelque chose comme ça. Et puis je m'étais dit, ben je vais faire jusqu'à 40 kilos. Je perds jusqu'à être à 40 kilos. Sophie. Suite à la vie d'amour et d'eau fraîche. Et je crois que c'est un petit peu comme ça que ça a commencé, quoi. Parce que j'ai commencé à perdre du poids, puis ça a commencé à me plaire. Au départ, je réalisais pas que je maigrissais. Puis, j'avais aucune envie de régime au départ. Mais après, oui, Priscille. Ce modèle n'est pourtant pas spécifique aux interviewés en tant qu'anorexiques. Anne, une interviewée du corpus lycée, évoque également une perte de poids initiale, réappropriée et reconvertie en régime. Cet été, je suis parti en Afrique pendant 5 semaines. J'ai rien mangé. Mon père habite au Zaïre, donc je suis parti le voir là-bas pendant 5 semaines. Comme j'étais régulièrement malade, je mangeais pas quand j'étais malade. J'ai perdu 5 kilos à peu près. Ouais, c'est pratique pour le régime. Question poids, c'est positif. Et après, j'ai continué à perdre du poids. Bah évidemment, j'étais contente après coup. C'est sûr que quand t'es malade, tu t'en fous. C'est vraiment désagréable. Et c'est vrai qu'après coup, tu te dis, ah, j'ai quand même perdu 5 kilos. C'est pas mal. C'est vrai qu'après coup, j'étais contente. Il y a donc ici une perte de poids initiale, présentée comme non voulue, mais réappropriée comme régime, puis poursuivie sur cette lancée. On se trouve donc dans un modèle séquentiel de carrière où les motivations concrètes ne précèdent pas l'entrée dans la carrière, mais naissent d'une dynamique propre. Et où, pour paraphraser Baker, ce ne sont pas les motivations qui conduisent au comportement, mais le comportement qui produit, au fil du temps, la motivation. Ce qui distingue de ce fait les deux premiers modèles de commencement présentés, c'est moins leur nature que leur chronologie. Dans le premier cas, l'engagement dans la carrière est opéré d'emblée. Dans le deuxième, une entrée moins active dans la carrière est suivie d'un processus d'engagement identique à celui du premier modèle. Il existe cependant une spécificité du régime lorsqu'il est entrepris dans un deuxième temps de la première phase. Il s'agit, dans la majorité des cas, d'un régime, sinon en secret, du moins en solitaire. Dans les entretiens du corpus, tous les régimes en solitaire ne font pas suite à une perte de poids initiale. Mais tous les régimes qui font suite à une perte de poids initiale se font en solitaire, et sans définition publique du régime, sans prescripteur, sans accompagnateur, et avec les sources écrites comme source principale d'apprentissage diététique. Ne pas commencer seulement par un régime. Enfin, un troisième modèle de commencement peut être dégagé de l'analyse des entretiens. Un engagement sur plusieurs fronts, qui comprend un régime mais ne s'y réduit pas. Tout d'abord, le régime peut être inclus dans un ensemble plus large de pratiques corporelles, comme les pratiques sportives ou vestimentaires. En même temps qu'elle débute un régime, l'interviewé se met au sport, ou multiplie les pratiques sportives. Augmentation du temps passé ou diversification des activités physiques entreprises. Elle peut aussi changer activement son style vestimentaire,
ou plus généralement d'apparence par un changement de coiffure ou une pratique de maquillage nouvelle ou différente. Avant, je m'occupais pas tellement de mon apparence, la façon dont on s'habillait. Mais là, j'ai fait attention. J'ai voulu me maquiller, me mettre des bijoux, me mettre différentes choses. Je me suis fait teindre les cheveux de couleur cuivrée. Priscille. Paf! J'ai commencé à foncer dans les magasins. Etam, machin, tout ça. Regarder dans les magazines. À vouloir m'habiller beaucoup mieux, à me mettre à la mode. Sophie. Je me suis acheté beaucoup de vêtements. J'ai voulu un petit peu changer de style. Louise. Donc là, ce que je te disais, quoi. J'étais habillé très court. Je passais des heures à m'habiller, des heures à me coiffer, des heures à me maquiller. Christine. Dans certains cas, se présenter ci-dessus, c'est simultanément que ces diverses pratiques sont engagées. Mais si l'on réétudie certains entretiens qui décrivent le commencement comme un régime, on peut noter que cette diversification des actions entreprises peut aussi venir au fil du temps, c'est-à-dire au fil du régime. J'avais plus envie de m'habiller, de mettre des jupes et tout ça, donc je m'achetais des vêtements. Julie. En fait, je voulais pas que maigrir. À la fin du régime, c'est-à-dire début du commencement, je voulais aussi me muscler. Comme ça, bon, d'abord je serais aussi bonne en sport. Anne. La diversité des actions entreprises au commencement peut donc aussi être une diversification progressive et processuelle qui s'étale alors sur un temps plus long dans la première phase de la carrière. En même temps que le régime introduit une discontinuité avec les pratiques alimentaires antérieures, ces diverses pratiques corporelles témoignent-elles aussi d'une volonté de transformation de l'apparence corporelle, qui ne se limite donc pas à la seule corpulence. Mais ce qui est apparemment plus surprenant, c'est que puissent intervenir au même moment des modifications dans les pratiques scolaires de certaines des interviewées. La définition sociale du régime peut comprendre le fait d'ajouter à la restriction alimentaire la pratique d'un exercice physique, voire le fait de remodeler plus généralement l'apparence physique par les vêtements, le maquillage ou la coiffure. Mais les entretiens font apparaître que le domaine scolaire peut constituer un autre domaine d'engagement lors de cette première phase de la carrière. Les pratiques de transformation de soi engagées ne visent pas seulement la transformation de l'apparence corporelle et ne concernent pas le seul domaine du corps. La transformation des pratiques scolaires peut d'abord se marquer par une augmentation du temps passé à travailler. Avant, j'étais moyenne, quoi. Enfin, ça allait, mais il y avait des devoirs qui n'étaient pas rendus. Donc là, je me suis plongé dans les études. Christine. C'était le deuxième trimestre de la seconde, pour savoir dans quelle section on allait passer. Et moi, vu que je voulais passer en première S, je me suis dit, bon allez, je vais leur en mettre plein la vue, je vais travailler. Je voulais être encore meilleure que ce que j'étais. J'étais bonne avant en seconde, mais je sais pas, il fallait vraiment que je sois top, quoi. J'ai commencé à beaucoup travailler. Louise. J'étais encore plus dans le travail que d'habitude. Mathilde. Certains des matériaux recueillis lors de l'enquête permettent même d'approcher cette modification des pratiques scolaires en temps réel, et non pas seulement rétrospectivement. Les dossiers scolaires des interviewés de la clinique C comportent en effet leurs bulletins depuis les classes de 4e ou de 3e. Les appréciations des enseignants
ainsi que l'appréciation globale portée sur les bulletins contemporains de ce moment de commencement, peuvent être interprétés comme une perception enseignante de cette transformation des pratiques scolaires. En effet, en ce qui concerne les interviewés qui parlent en entretien d'un changement dans les pratiques scolaires au moment du commencement, et pour lesquels on dispose des dossiers scolaires, les appréciations portées par les enseignants à ce même moment manifestent la discontinuité introduite par la hausse de l'investissement scolaire. Sur le bulletin du deuxième trimestre de première de Priscille, on peut lire les appréciations suivantes. Beaucoup de sensibilité et d'intérêt pour la classe. Poursuivre l'effort de méthode. Français. C'est bien. Vous êtes très appliqué et cela vous fait progresser. Histoire-géographie. Beaucoup de sérieux et de régularité dans l'effort. Anglais. À progresser nettement. Espagnol. Un petit peu mieux. Maths. Travail régulier qui porte ses fruits. Physique. Mieux globalement. Biologie. Des progrès dans quasiment toutes les matières. Il reste beaucoup à faire en mathématiques, mais gardez confiance. Vous êtes sur la bonne voie. Appréciation générale. La manifestation de cette rupture dans le parcours scolaire est encore plus évidente et institutionnalisée dans le cas de Christine, Yasmine et Sophie, qui toutes les trois passent des encouragements aux félicitations dans l'appréciation générale du trimestre qui est celui qu'elles définissent comme le moment du commencement. Les termes qui reviennent alors dans ces bulletins vont également dans le sens de la perception d'une nouvelle forme d'investissement scolaire et de son efficacité, avec le couple effort-progrès, qui revient constamment ou, plus spécifiquement encore, ceux de volontaires, motivés, travail très approfondi, persévérance, pour Sophie. Ce n'est donc pas seulement le corps qui est travaillé, et ce n'est pas seulement la balance qui marque le résultat des efforts entrepris au cours de ce premier moment. Pour ce troisième modèle, il est plus exact de parler d'un ensemble organisé de pratiques qui inclut un régime que d'un simple régime, et ce non seulement du fait de la concordance dans le temps de l'engagement corporel et de l'engagement scolaire, mais également dans la mesure où ils peuvent être explicitement reliés dans les entretiens, comme lorsque Véronique évoque une transformation d'elle-même tout à la fois corporelle, cesser d'être grosse et moche, et scolaire, ne plus être un cancre. Le commencement correspondait à mon bac, après lequel j'ai énormément grossi. J'étais grosse et moche, quoi. Et donc je suis entré en fac, et là j'ai décidé que ça suffisait. En fait, ça a été marqué, si vous voulez, par des étapes. Pas professionnelles, mais intellectuelles. J'ai été un cancre jusqu'à la seconde. En seconde, ça s'est un peu amélioré. Enfin, j'ai eu mon bac du premier coup. Et puis je me suis révélé, si je puis dire, en fac. En première année, j'ai eu une mention, et la seconde année, j'ai été première de mon année. Véronique. Le régime prend alors son sens dans une diversité de pratiques. Et y réduire cette première phase ne rend pas compte des liens qui existent entre les domaines de cet engagement plurifrontal. Ce dernier apparaît par excellence dans le récit que fait Yasmine du commencement, de son expérience avec l'anorexie. Vraiment, je me suis dit, bah, faudrait peut-être que tu te muscles, etc. Mais comme j'ai toujours été une fainéante, super fainéante, voilà, tu perds ce que tu as des fesses, au moins ça se verra pas que tu n'as pas de muscles. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le scolaire. Même les matières qui étaient avant mes bêtes noires, je m'y mettais à fond en me disant
Il n'y a pas de domaine qui me résistera. Finalement, je m'y suis mise à fond. Même le sport, avant c'était ma bête noire, depuis que je suis petite. Le sport, je suis nulle. Alors j'ai fait des efforts. Et aussi, j'ai commencé à lire, pas mal de bouquins, etc. Je voulais me faire une culture béton. Parce qu'en fait, avant je lisais, mais ce qui me plaisait, moi je marchais pas mal au coup de foudre. Et puis là je voulais... Et puis là je voulais me... Elle insiste sur le verbe faire. Pardon. Elle insiste sur le verbe faire une culture, vraiment. Me faire une culture béton. Je m'habillais beaucoup plus chic, etc. C'était souvent jean noir, t-shirt ou débardeur bien moulant, bien décolleté, ou petits hauts et veste noire, des collèges aux pieds. C'était vraiment le classique de chez classique. Cheveux bien coiffés, maquillage. Le régime n'est donc ici qu'une des composantes de l'entreprise qui marque l'engagement dans la carrière anorexique. Un ensemble à la fois diversifié et cohérent de pratiques dont la spécificité première de leur carrière volontariste. Dont la spécificité première est leur caractère volontariste. Il n'y a pas seulement une transformation ou une apparition des pratiques, mais bien une mise en place ou une modification volontaire de ces dernières. Il s'agit en effet de se faire un corps, se faire un style vestimentaire, se faire un niveau scolaire choisi et non pas subi, et enfin se faire une culture en béton. Et tout ceci en y allant à fond. Pour désigner cette transformation de soi par l'effort, à la fois dans sa cohérence et dans son caractère volontaire, Yasmine parle de prise en main. Ça a commencé un peu comme ça, un peu à la je me prends en main. C'était vraiment je vais me prendre en main. Et donc petit à petit, j'ai commencé à me prendre en main. On retrouve une expression identique chez Annabelle, à ceci près que le terme de reprise en main qu'elle emploie évoque le fait que la prise en main fait suite à un relâchement antérieur. Parce qu'il y avait le côté en prépa, comme je faisais plus rien, enfin, je travaillais pas mes devoirs, je les repompais sur les élèves. Au bout d'un moment, j'ai commencé à réagir en me disant: «Oh, ça va pas, là t'es en train de plus rien faire. Il faut que tu retrouves un peu, tu vois, l'énergie du bon vieux temps où tu travaillais et que t'apprennes des choses et que tu bouges.» Et en même temps, ça correspondait à peu près avec le début de l'anorexie, où il y a aussi le côté, tu vois, reprise en main physique. Or, ce terme de prise en main peut apparaître comme particulièrement juste et pertinent pour désigner ce qui se passe lors de cette phase d'engagement dans la carrière anorexique, terme ayant émergé des patients. Il semble bien qu'il puisse devenir un terme de description et d'objectivation qui permet de revenir sur ce qui a été décrit plus haut, et de saisir ce qui fait l'unité des trois modalités du commencement. Se prendre en main. Dans la carrière de séparation des couples, uncoupling, décrite par Vaughan, tout commence par un secret. Ici, on pourrait dire que tout commence par une discontinuité introduite par une prise en main, dont il s'agit maintenant de préciser la nature et le statut. Une rupture mise en pratique. Cette discontinuité peut apparaître tout d'abord comme une modification de certaines habitudes. Modification des habitudes alimentaires, par le régime, des pratiques d'entretien du corps, par l'exercice physique,
le changement de look, et des pratiques scolaires et culturelles. De ce point de vue, cette première phase d'engagement dans la carrière anorexique constitue une discontinuité et un point de rupture par rapport à un avant des habitudes et des pratiques dans ces différents domaines. Or, ce point de rupture a comme caractéristique principale sa modalité volontaire. Si on ne fait pas disparaître sous ce terme le caractère normé de ces pratiques. Dans tous les entretiens réalisés à l'hôpital, la modification des habitudes alimentaires est présentée comme ayant été décidée à un moment ou à un autre au début du commencement, dans les premiers et troisième modèles présentés, dans un deuxième temps du commencement, dans le deuxième modèle. Louise emploie à plusieurs reprises l'expression « bon, allez », auto-adressée, pour désigner le type de posture qui était la sienne lors du commencement, que l'on peut alors rapprocher par exemple du « paf, j'ai commencé à vouloir m'habiller beaucoup mieux » de Sophie, du « j'ai décidé que ça suffisait » de Véronique, ou du « j'ai commencé à réagir » d'Annabelle, et de tous les « j'ai voulu » et « j'ai décidé » qui apparaissent dans les extraits d'entretien présentés plus haut. La discontinuité par rapport aux habitudes alimentaires, vestimentaires, corporelles et scolaires antérieures est donc non incidente mais recherchée. Il s'agit explicitement de se transformer, de se faire différente, pour reprendre le terme que ne cesse d'employer Yasmine dans l'extrait cité ci-dessus, corporellement par le régime, le changement de look ou le sport, scolairement ou culturellement. Cette rupture dédiée est également une rupture affective. Pour les interviewés en tant qu'anorexiques, le régime a été efficace et du poids a été perdu lors de cette première phase. Le cas échéant, les bulletins scolaires peuvent porter la marque de l'efficacité de l'augmentation des investissements scolaires. Le terme de prise en main peut donc sembler pertinent pour désigner le caractère situé dans le temps, le caractère volontaire et le caractère effectif de l'engagement dans la carrière anorexique. Se prendre en main réunit le sens de deux expressions. Se prendre par la main, c'est-à-dire s'obliger à faire quelque chose, s'entraîner soi-même à faire quelque chose, et prendre en main quelque chose, le prendre en charge, s'en charger. Se prendre en main, c'est alors s'obliger soi-même à se prendre en charge soi-même. La prise en main décrite ici peut donc être définie comme la mise en place d'un ensemble cohérent d'actions de rupture avec les habitudes antérieures. Une mise en pratique, c'est-à-dire aussi une mise en action de la modification de soi. Cette définition vaut tout autant pour le simple régime que pour les formes plus étendues de prise en main relevée. Les trois modèles de commencement présentés apparaissent alors comme trois modalités d'un même processus d'engagement dans une prise en main, dont les variations s'organisent selon deux axes. Le premier axe est chronologique et oppose des temporalités différentes de la prise en main. Dans les premier et troisième modèles, la prise en main est à l'origine du commencement. Dans le deuxième modèle, celui de la perte de poids initiale, elle est décidée dans un deuxième temps et prend la forme d'une réappropriation active de la perte de poids. Le deuxième axe est celui de l'extension de la prise en main et de la variation des fronts sur lesquels elle s'exerce. L'alimentaire, le corporel, le scolaire, le culturel. Mais la question même des fronts de la prise en main se joue aussi temporellement. On a vu qu'il pouvait y avoir non seulement diversité de ces fronts,
mais aussi diversification des domaines sur lesquels la prise en main s'exerce au cours du temps. Ces deux axes dessinent donc l'espace des variations d'un même processus de prise en main, à la fois dans le temps et dans les fronts d'action, les domaines pratiques sur lesquels elle s'exerce. Entrée et sortie de la prise en main. Pour continuer à caractériser cette prise en main, il faut enfin la restituer dans un univers des possibles plus large, ce qu'un retour à l'examen du corpus d'entretien réalisé en lycée peut permettre d'ébaucher. On l'a dit plus haut, toutes les interviewées du corpus lycée parlent de régime. L'unique interviewé garçon de ce corpus en parle également, à propos de ses sœurs. Mais la prégnance de ce discours sur le régime ne se traduit pas obligatoirement par une même généralité des pratiques de régime. Le régime comme prise en main doit donc être différencié d'un certain nombre de situations que les entretiens effectués en lycée permettent d'approcher. Il s'agit de replacer cette manière de commencer dans le spectre des manières de ne pas commencer, qui peuvent être également des manières de sortir d'une phase qui ne serait pas alors définie comme un commencement. L'examen des entretiens réalisés en lycée permet de faire apparaître une cartographie des rapports à la norme du régime qui ne saurait être qu'ébauchée ici. La norme forte du régime produit trois types de positionnement d'écart à cette norme et à sa mise en pratique. La pratique du régime peut tout d'abord être disqualifiée comme méprisable par la façon dont elle place l'apparence physique en haut d'une hiérarchie des priorités. Ça, pour moi, je supporte pas les filles comme ça. C'est superficiel, quoi. Ouais, machin, je suis trop grosse. J'ai pris 2 grammes, oh là là, c'est la cata et tout. C'est les grandes blondes à cheveux longs. Non mais c'est les filles superficielles qui s'attachent que à leur apparence. C'est pour ça que je fais pas trop attention, quoi. Et c'est vrai que je devrais faire plus attention. Caroline. En même temps, on le voit dans cet extrait, la posture de disqualification de la norme s'accompagne d'une forme de soumission. C'est vrai que je devrais faire plus attention. Et introduit déjà de fait un deuxième type de positionnement d'écart, non par disqualification, mais par impuissance, qui est par exemple celui d'Élodie ou de Juliette. Moi je me dis souvent, je vais faire un régime, mais pour me consoler du régime que je n'ai pas encore fait, je prends une glace. Or, je ne fais jamais de régime, donc... Élodie. Juliette. Franchement, les régimes, soit c'est naturel et j'arrive, mais genre restriction, j'arrive trop pas. Muriel. Et comment tu fais la différence? Restriction, c'est Juliette. Je sais pas, y a genre... En ce moment, j'arrive à réduire sans me faire du mal, quoi. Et genre, y a la restriction quand c'est trop dur. Genre, je passe devant un truc, je salive et je suis comme ça. Je le veux, je le veux, je le veux. Mais genre, je suis vachement gourmande. C'est ça aussi. Je suis trop gourmande. Comme on le voit dans ces deux extraits, c'est le régime comme prise en main qui est défini comme impossible. La prise en main n'est pas effective car il n'y a pas de mise en pratique d'une discontinuité. La flèche du temps des pratiques ne peut pas être orientée en fonction d'un avant et d'un après, comme le montre le mélange des temps dans la remarque d'Élodie, pour me consoler du régime que je n'ai pas encore fait. Quant à Juliette, c'est le caractère autocontreint de la prise en main qui définit son impossibilité. Ce qu'elle appelle la restriction et qui va contre le naturel. Enfin,
Un troisième type de positionnement fait du faire attention à ce qu'on mange. Un troisième type d'opposition au régime comme prise en main. Dans ce cas, ce n'est pas l'autocontrainte qui est refusée ou jugée impossible, mais bien le seul caractère discontinu du régime. Faire attention est présenté comme un processus continu, qui n'est pas marqué par un moment de début précis, même si on peut parfois noter des micro-prises en main. Hop, je vais prendre une pomme, ponctuelle et non impérative. Muriel. Et toi tu disais, t'en as suivi aussi des régimes? Soisic. Non, moi j'ai pas suivi de régime. Je fais attention, mais j'ai pas suivi de régime. Muriel. Et quand tu fais attention, tu fais quoi en fait? Soisic. On va dire que je vais essayer de moins manger des trucs en dehors. Parce que souvent, quand j'ai tendance à rentrer à la maison, si par hasard il y a une tablette de chocolat ou un petit truc à base de chocolat, je vais avoir assez tendance à le prendre, quoi. Mais bon, par exemple, en faisant attention, à la place je me dirais, hop, je vais prendre une pomme ou un fruit. Mais sinon, éviter trop de sauce. Mais quand j'ai vraiment envie et que ça me fait plaisir, bah je prends et puis voilà. Ces trois types de positionnement, le régime comme illégitime, le régime comme impossible, le faire attention comme contrainte souple et continue à la différence du régime, s'opposent tous les trois à la prise en main. Ils font alors apparaître la spécificité des régimes tenus présentés précédemment. Le régime qui est défini comme un commencement et qui marque l'engagement dans la carrière anorexique est en effet un régime tenu, par opposition par exemple à d'antérieures volontés de maigrir non suivies d'effets, à des régimes précédents moins strictement suivis ou moins efficaces, ou aux tentatives de régime des accompagnateurs. J'étais fier d'avoir tenu. Ça les avait étonnés, Sidonie. Si elle, sa sœur, qui faisait un régime avec elle, avait envie de bouffer un gâteau une fois, elle en bouffait un, alors que moi non. Sabine. Comme tout le monde, j'ai commencé à vouloir faire un régime pour perdre quelques kilos. J'ai vu que j'y arrivais. Juliette. Avant, j'avais établi une petite liste. Je me rappelle, ne jamais se resservir, ne prendre qu'un seul fromage, au goûter, ne prendre que la taille d'un petit doigt de pain. Mais je sais que je n'avais pas tenu à l'époque, donc ça devait quand même être avant la Toussaint, définie comme le moment du commencement. Anne. Ce que cette caractérisation d'un régime tenu implique, c'est en fait sa nature de prise en main. Le respect du régime d'une part, et son efficacité de l'autre, en font donc une prise en main effective, qui permet de dater le moment du commencement. Je ne l'avais pas tenu à l'époque, donc ça devait quand même être avant la Toussaint, par la discontinuité introduite par la prise en main. Il existe cependant des cas de récits de prise en main dans le corpus d'entretien réalisé au lycée. Géraldine, qui a déjà fait un régime, utilise même le terme pour évoquer le fait de réagir à une situation antérieure. Soisic. Il y a des moments où on s'observe dans la glace et puis... Géraldine. T'es grosse. Soisic. Ouais. C'est plus des périodes où on se regarde dans la glace et... Bleh. Ça peut être par exemple des moments où à l'école, au niveau des notes par exemple, ça va pas trop. Muriel à Géraldine. Tu dirais ça aussi? Géraldine. Ouais. Où on a beaucoup de travail et on n'arrive pas à assumer quoi. Soisic. On se sent débordé.
C'est quand rien ne va. Géraldine. C'est un tout, quoi. Peut-être aussi, je sais pas, il y a des périodes où on a envie que rien n'aille. Je sais pas, ça permet peut-être aussi de se reprendre en main, de se dire ça. Quant à Sophie, elle utilise le allez hop de la prise en main pour évoquer une prise en main à trois, dans un extrait où c'est encore le caractère discontinu de la prise en main qui manifeste sa mise en pratique effective. Vraiment faire par rapport à ne pas faire vraiment. Et en fait, là, on s'est décidé. On a fait, ouais, c'est débile quoi. On commence un régime et à faire du sport. On n'arrête jamais. Enfin, on n'arrête jamais complètement. On fait jamais complètement. Alors là, on fait, bon allez, hop. Cette année, sport à la rentrée du mois de septembre, on se met toutes les trois à essayer de faire un peu de fitness, des trucs comme ça. Sophie. Il y a donc des cas de régime comme prise en main qui sont décrits dans les entretiens effectués au lycée. Mais ces prises en main se définissent par un caractère doublement limité. Tout d'abord, elles sont limitées dans leur extension au front alimentaire et corporel. Même dans le cas de Géraldine cité plus haut, où la prise en main est définie par rapport à une situation où rien, à la fois le scolaire et le corporel, ne va. La prise en main ne s'en exerce pas pour autant sur d'autres fronts que le front corporel, ou du moins les interviewés du corpus lycée n'y font pas référence. On se souviendra cependant que l'enquête en lycée était présentée comme une enquête sur les comportements alimentaires, ce qui prédétermine d'emblée les thèmes de l'entretien. De plus, les cas de prise en main dans ces entretiens sont présentés comme étant toujours déjà limités temporellement, ou en fonction de l'obtention d'un objectif précis et décidé auparavant. À la prise en main sont assignés un début et une fin. Mona, par exemple, décide de faire un régime tous les ans à l'approche des grandes vacances. Elle se fixe une date de début et un poids à perdre, et s'arrête quand elle a atteint ce poids. Dans la prise en main à 3, décrite par Sophie, le principe est identique. On se donne un poids, ma sœur c'est 52, moi c'est 50, et ma mère, la plupart du temps, c'est 55. En fait, je m'étais dit, je m'arrêterai à tel poids. Et à tel poids, je me suis arrêté. Par ailleurs, la prise en main peut également être arrêtée lorsque d'autres objectifs interfèrent avec ceux qui lui sont assignés, comme le fait de tenir scolairement. Pour les brevets blancs, tout ça, chaque fois que je sortais, j'avais la tête qui tournait, je tombais dans les pommes. J'ai plus mangé parce que il fallait que je tienne. En fait, je vais manger pour pouvoir, par exemple, en cours, comme je sais qu'avant je tombais dans les pommes, pour pouvoir suivre à l'école. Quand je sais qu'il faut que je fasse quelque chose d'important à l'école, il faut que je mange. Je sais qu'il faut que je tienne. Pour le brevet, j'ai révisé un peu en dernier. Mais c'est les jours où j'ai révisé que je me suis mise à manger. Quand je me suis dit, ouais, faut absolument que je fasse ça. Je sais que je tiendrai pas un régime pendant une période scolaire chargée, puisque j'ai déjà essayé. Je tombe dans les pommes. Sophie. Toutes les lycéennes interrogées ne s'engagent donc pas dans la première phase de la carrière. Mais de plus, certaines de celles qui s'y engagent en sortent. Cette sortie est alors un simple arrêt de la prise en main parce que le régime n'est pas tenu ou parce qu'il est arrêté. De ce point de vue, les sorties de la carrière au cours ou à la fin de cette première phase sont faciles. C'est au contraire dans le corpus lycée notamment, le fait de s'y maintenir, qui est présenté comme difficile, parce qu'il exige des efforts importants. Le sens du corps,
Si l'on désigne par cette expression la dynamique et la force interne des dispositions précédemment incorporées, pousse à l'arrêt, et il doit être contré par un travail spécifique pour rendre possible de maintenir la prise en main. Cette première phase de la carrière anorexique, que les interviewés désignent par le verbe commencer, constitue donc un même engagement dans une prise en main, qui varie d'un cas à l'autre par sa chronologie ou les fronts sur lesquels elle s'exerce. Les pratiques de transformation corporelle qui sont mises en œuvre sont loin de se réduire à des techniques de perte de poids. Régime, sport, mais également changement de style vestimentaire, de coupe de cheveux ou de maquillage. Une prise en main analogue peut être effectuée sur un autre front par de nouvelles formes d'investissement scolaire ou culturel, visant à l'excellence dans ces domaines. Une volonté de se faire une culture, ou un niveau scolaire, qui répond à celle de se faire un corps, dans le cas du front corporel. Cette entreprise de modification des pratiques et des habitudes antérieures nécessite un véritable travail de transformation de soi, qui s'exerce sur des domaines pratiques variables et que les interviewés en tant qu'anorexiques vont poursuivre dans la phase suivante. Par rapport à d'autres carrières déviantes, une spécificité majeure de cette première phase tient au fait que l'activité entreprise n'est pas socialement désapprouvée, bien au contraire, et qu'elle ne sera étiquetée comme déviante que rétrospectivement. Les pratiques de cette première phase sont communes, dans une certaine mesure cependant, aux interviewés en tant qu'anorexiques, et à certaines interviewées du corpus lycée, qui quittent pour la plupart, à un moment ou à un autre de la première phase, ce qui ne constituera pas une carrière pour elles. Ce n'est donc qu'au cours des phases suivantes de la carrière anorexique qu'elles deviennent une carrière déviante, au sens où elle est alors étiquetée comme telle. C'est le fait de continuer, c'est-à-dire de maintenir l'engagement de la prise en main, qui devient ainsi déviant.